Et bienvenue sur le podcast Anatomie du silence. Je m'appelle Cyril Lobjoie, je suis formateur et enseignant en communication non verbale, analyste comportementale. J'ai créé le podcast Anatomie du silence pour décrypter le langage corporel, pour recevoir des experts, des spécialistes des sciences humaines et donc de la communication non verbale. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Taha Mansour pour inaugurer ce premier épisode. Taha, bonjour. Hello, merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté de participer à ce premier épisode. Tu es mentaliste et formateur en communication d'influence. Absolument. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois directions qui ont fait que tu es venu au mentalisme, pardon, et ta définition du mentalisme? Ok, intéressant. D'abord, je vais commencer par la définition. Oui. Le mentalisme, pour moi, est un art du spectacle qui va mettre en scène des expériences qui sont impressionnantes, émerveillantes ou qui semblent impossibles, avec les pensées, les choix et les émotions des personnes. Donc des choses intangibles. L'exemple que je donne souvent, c'est là où le magicien, lui, va faire des expériences impossibles avec des choses tangibles, léviter un objet, faire apparaître ou disparaître des choses, transformer des éléments, etc. Le mentaliste, lui, va faire des expériences émerveillantes avec les choses intangibles, deviner des souvenirs, deviner des pensées, influencer des choix, créer des connexions invisibles entre différentes personnes, et plein d'autres sujets similaires. Tu emploies le terme émerveillante. Ouais. C'est un terme que je n'ai jamais entendu. Pourquoi ce terme plutôt que merveilleuse ou émerveillée, émerveillante? Ouais, c'est une bonne question. Je sais qu'aujourd'hui, dans les deux valeurs qui portent mes différents projets, parce que comme tu l'as dit, je suis mentaliste mais également formateur, donc je bosse sur plusieurs projets, l'émerveillement, c'est une de mes valeurs centrales. Je trouve que c'est une émotion qui est très importante. On va parler des émotions. On va en parler. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose de plus en plus, surtout dans les sociétés occidentales, duquel on se détache. Comme si c'est mauvais de s'émerveiller, comme si c'est pas bien de rester avec des questions auxquelles on n'a pas la réponse. Intéressant. Et je trouve que l'émerveillement est au contraire une force de changement positive très forte. Et donc si j'arrive à en transmettre un peu, je pense que j'aurais eu un très bon impact sur les gens. Transmettre par le biais d'une émotion positive, par de la joie, de la surprise peut-être, parce que l'émerveillement passe aussi peut-être par par la surprise, par ce biais-là. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est quand je l'utilise, que ce soit en formation ou même en spectacle, parce le que tu... moment, parce que je fais des spectacles justement, en tant que ce mentaliste, mélange-là entre la curiosité, de la surprise, de la joie, un peu de peur aussi. Un peu de peur aussi. Il y a un truc qui s'ouvre chez les gens. Il y a un truc qui fait que ils veulent en apprendre plus. Il y a un truc qui, pendant un court instant, dans les yeux des gens, il y a un moment où ils se disent tout est possible. Quelque chose qui se passe. Ouais, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et je trouve que ce moment-là où on se reconnecte à ce « et si c'était possible ?» Pour moi, une question forte, c'est le « et si ?» Ça crée de l'élan, ça peut pousser quelqu'un à agir dans une certaine direction. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, en fait, je me suis mis dans le mentalisme. J'ai découvert, moi, le mentalisme, pour répondre du coup à ta deuxième question. Le déclic qui a fait que les sciences humaines, le rapport, l'émotion, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté vers cette discipline? On peut appeler ça une discipline? Ouais, on peut l'appeler une discipline, ouais. D'accord. Parce que ça reste une discipline artistique, je pense. Du coup, ça reste d'accord, Ça reste une discipline, ouais, je pense. Alors moi, du coup, à la base, mes études, j'ai fait des études scientifiques et je suis diplômé de Centrale Paris en ingénieur, du coup. D'accord, très bien. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans le mentalisme... Tu as une base scientifique. J'ai une base scientifique. J'aime bien rappeler quand même que les invités qu'on va recevoir ont cette base scientifique. C'est très important et tu en es un porteur. Merci. Mais oui, la science m'a toujours et m'intéresse jusqu'à aujourd'hui. La compréhension du monde, cette étude scientifique, l'ingénierie, c'est quelque chose qui fait partie de mon identité. Mais il y avait aussi autre chose, c'est qu'au lycée, j'ai découvert la magie et ensuite le mentalisme. Et en fait, j'ai réalisé que cet émerveillement-là, justement, dont on parlait, c'était une très belle émotion. Et je me suis dit, tiens, j'ai jamais vu ça avant. Ça a l'air d'être très puissant. Et si on creusait ça? Et donc, étant quelqu'un de très obsessionnel, j'ai commencé à étudier tout ce qui touchait autour du mentalisme. Donc, j'ai commencé à lire des livres écrits par des mentalistes qui expliquaient leur méthode. J'ai commencé à m'intéresser à la psychologie cognitive de l'influence, à me former à l'hypnose, à la PNL. À la PNL aussi, d'accord. À plein de différents éléments, ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai passé en parallèle de mes études d'ingé, en fait, plein de différentes certifications. Donc, je suis maître praticien en PNL. J'ai une double certification d'hypnothérapie. J'ai passé plusieurs certifications en négociation, gestion de conflits ou psychologie cognitive appliquée à
à l'interhumain, à l'interpersonnel en tout cas. À l'interaction en tout cas, oui, l'interpersonnel. C'est ça. Tu reviens du Maroc? Oui, absolument. Je reviens là du Maroc. Je reviens du Maroc pour... Où j'ai passé une certification addictologie pour les hypnothérapeutes. Pour les hypnothérapeutes, on en a parlé un petit peu, très bien. Et, et je continue du coup à me former un peu à tout ce qui touche à ça. Et surtout, je continue à lire les dernières recherches qui sortent en neuro, en psycho, sur l'influence et sur l'intuition. C'est vraiment les deux éléments où je me dis... On a encore tant à apprendre sur qu'est-ce qui fait qu'une interaction est efficace et qu'est-ce qui fait qu'on arrive parfois à capter des choses sur le monde, je vais rester vague, mais capter des choses sur le monde sans qu'on en ait l'impression. Et du coup, je continue un peu à rechercher ça. Tu travailles tous les jours sur ce sujet-là, par le biais de tes spectacles et par le biais de tes études et les formations, du coup. Que tu animes. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, c'est un sujet, moi, qui me fascine beaucoup. J'ai essayé pendant beaucoup de temps de me dire c'est quoi vraiment le centre de ce qui m'intéresse. Oui. Et je crois que tout ce que je fais est tourné autour de, du coup, des deux valeurs émerveillement et espoir. Espoir aussi. Ouais, espoir. Espoir de quoi? Espoir que ça peut aller mieux. De positif, de... Tout en général. Tout en général. En fait, je trouve que si on prend par exemple les soft skills, donc les compétences humaines, aujourd'hui, ce que je vois, que ce soit dans l'école, que ce soit par rapport aux managers que j'accompagne, etc., peut-être tu as déjà remarqué ce truc-là, c'est que la vraie réalité, c'est que on est énormément jugé sur nos compétences humaines, à quel point tu es capable de manager une équipe, à quel point tu es capable de convaincre. Convaincre, influencer aussi certaines décisions. Exactement, c'est ça qui fait toute la différence. Et pourtant, on est rarement formé à ça. C'est-à-dire que les gens qui deviennent managers aujourd'hui, c'est souvent des gens qui étaient très bons techniquement. Oui. Donc ils sont super en informatique, en ingénierie, etc. Ils ont des compétences techniques assez développées. C'est ça. Oui. Et ils se retrouvent, on leur dit tiens, t'es bon en informatique, bah tu vas gérer 15 personnes avec des problèmes familiaux, des problèmes d'émotion, des relations entre eux, des questions de motivation long terme. Et ils font mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Des problèmes d'humeur, d'émotions personnelles, oui, complètement. De conflits, de vision du truc, de cadrage. De cadrage, absolument. Et en fait, je trouve que très rapidement... dans la relation, c'est ça que tu veux dire. Et en fait, souvent, et pourquoi j'attache ça à l'espoir, c'est que du coup, très souvent, il y a des croyances, mais qui se développent même dès l'école, il y a soit les bons communicants, soit les mauvais communicants, que ça se travaille pas, que c'est inné, qu'il y a oh là là, moi je pourrais jamais faire ça. Et en fait, du coup, les gens bloquent. Et surtout face aux frustrations de la vie, il y a énormément de gens que je trouve ont des rêves, ont des envies et sont bloqués par des personnes qu'ils n'arrivent pas à convaincre ou des choses qu'ils n'arrivent pas à débloquer et tout. Et si à travers les formations, les podcasts ou d'autres choses que je fais, le spectacle, l'observation du comportement dont on va parler spécifiquement aujourd'hui, absolument. Ça peut permettre si ça peut redonner de l'espoir aux gens, oui, c'est ce terme que tu. C'est ça. Et l'espoir pour moi, c'est le moment où je me dis, en fait, c'est pas mort. Cet objectif-là que je me donne là, ou même peut-être tout le monde me met des bâtons dans les roues, ou même peut-être que rien ne va. Alors je rentre pas dans de l'ésotérique en mode si vous croyez ça va réellement se passer. Je suis pas dans cette dynamique-là, mais plutôt de se reconnecter à une possibilité de réussir. Quelques biais cognitifs peuvent nous permettre, en étant convaincus de réussir, mais complètement, d'y arriver. On est d'accord je crois sur. Et c'est un peu ça l'idée, c'est se reconnecter les gens au réalisme du truc, mais pas enlever le rêve. D'accord. Et donc pour moi, c'est ces deux choses-là qui font te caractérisent. C'est ça. L'espoir, c'est plus un objectif, c'est une valeur. Oui, les deux. Émerveillement, pour moi, je la considère comme une valeur aussi. C'est que je veux que ce que je fais, même si les gens, ils en retirent rien, s'ils arrivent à être émerveillés, ça me suffit. Ça te suffit. Très bien, intéressant. On définit mieux, on te voit mieux désormais comme qui tu es et ton parcours, si je puis dire. Si on va un petit peu plus sur l'observation du comportement, quels sont, dans ton interaction, je dirais, quotidienne, personnelle, mais aussi professionnelle, en spectacle, en formation, quels sont les éléments que tu vas observer de manière non verbale, de manière corporelle? Alors effectivement, il y a... Sur quoi tu portes ton focus? Sur quoi je porte mon focus? Oui. Il y a plusieurs choses. Je vais parler peut-être d'abord spectacle et après je dirais de manière générale. Avec grand plaisir. Ouais. Donc en spectacle, moi, il y a plusieurs choses que je vais essayer de faire. Oui. Il y a beaucoup d'expériences où je vais essayer de deviner une pensée. Donc là, ça va mélanger énormément de différentes techniques. Oui. Mais si on regarde déjà le corps, pour moi, il va y avoir plusieurs choses que je vais regarder, notamment le corps dans son ensemble, parce que je crois beaucoup à la capacité de se connecter à notre intuition. Et je trouve que, en tout cas pour moi, si je décortique beaucoup trop les détails, si je me porte beaucoup trop mon intention sur un élément précis, je risque de louper d'autres choses qui se passent en même temps. Oui. Donc, par contre, moi, ce que je me dis, c'est... Donc, la posture globale et le visage en même temps, ce qu'il me raconte. Et le visage, d'accord. Mais d'une manière impression. Ok, intuition, comme tu disais. Intuition, exactement. Oui, je sais que c'est important. Et en fait, cette image globale de la personne, la chose que j'essaye de me dire, c'est
quand je l'utilise en tout cas, c'est de me dire, tiens, cette impression-là, dans quel contexte je la retrouve? Et donc, il y a un peu c'est relié un peu à la théorie de la cognition incarnée. Voilà, donc allez, on allait en parler. Très bien, mais c'est parfaitement le sujet. Parfait. Ouais, dans la cognition incarnée, donc une science qui a commencé vers les années 91-93 avec Francisco Varela, biologiste et philanthrope philosophe brésilien, qui disait, en fait, qui essayait d'unifier les visions un peu bouddhistes et spirituelles de l'humain avec les études et les recherches en laboratoire, scientifiques, etc. Et lui, il partait du principe que, en fait, les expériences subjectives des gens qui sont partagées sont aussi intéressantes à étudier que l'observation empirique des choses en conditions laboratoires. Et il essaye d'unifier ça. Et donc, il y a de plus en plus de recherches qui tendent vers cette direction-là. Barbara Tversky, aujourd'hui, est une grosse autrice dans cette dynamique-là. Et dans l'idée, c'est de se dire que peut-être que ce n'est pas le cerveau qui réfléchit, mais c'est l'interaction entre le cerveau et le corps. Absolument. Et que sans corps, sans mouvement, on ne pourrait pas réfléchir. Ce qui pousse l'idée très loin. On pourrait peut-être parler de certaines expériences, mais il y a des choses très troublantes qui viennent remettre en question le neurocentrisme qu'on a eu ces derniers temps. Le cerveau, la base. C'est le seul truc, voilà. Comme quoi, le cerveau envoie le message forcément et tout passe par lui. C'est ça. Un peu comme, tu vois, genre Robocop, la scène de, il reste que le cerveau, le système neuronal, et ça suffit de remplacer le corps. Et on voit que le corps se déplace de manière assez spécifique quand même. C'est un robot, mais c'est vrai que c'est ça. Le cerveau n'est plus le centre du mouvement ou du comportement, si je puis dire. Et en fait, on se dit que même la réflexion, donc la cognition, serait incarnée, c'est-à-dire que c'est non pas cognition implique comportement, mais que c'est le comportement qui permet la cognition qui vient le modifier. Et donc, comment moi j'utilise ça? C'est quand je vois une manière globale de la personne d'être, en fait, je me dis, tiens, dans quel contexte j'ai vu des personnes être comme ça? Si j'ai un contexte qui me vient, très très probablement, cette personne-là est en train de vivre la même chose, la même situation, que quelqu'un est en train de vivre dans ce contexte-là. Donc, par exemple, ça peut partir. Alors, il y a plein de choses que je vais faire, mais pour donner un exemple, quand je vais essayer de deviner un souvenir auquel quelqu'un pense, il y a plein d'outils qui vont se mélanger. Il va y avoir parfois des moments où je vais l'influencer à penser à un type de souvenir particulier et que le public aura l'impression que c'est un vrai choix libre de sa part. Il va y avoir des moments où justement je vais essayer de capter des infos sans qu'il le réalise. Il va y avoir des moments où je vais utiliser mon intuition aussi. Mais un des trucs que je vais utiliser par exemple avec le corps, c'est je vais me dire, quand la personne est en train de penser à son souvenir, déjà, est-ce qu'elle est par exemple plutôt tendue vers l'air comme ça? Est-ce qu'elle est comme ça? Plutôt vers le haut, tendue vers le haut, ou est-ce qu'elle est plutôt... Est-ce qu'elle est plus vers elle? D'accord. Est-ce qu'il y a un truc relâché ici et elle est un peu rêveuse comme ça? Détendue, rêveuse, donc tu lis un peu le regard aussi? Un peu, ouais, complètement. Et en fait, j'essaye de me dire, tiens, ce corps-là, ce corps qui parle, du coup, il m'évoque quel contexte? Et du coup, si j'arrive à faire un parallèle avec un contexte, ça peut déjà me donner un indice qui, mélangé avec les autres indices que j'arrive à capter, peuvent me permettre de naviguer pour arriver à s'en souvenir. C'est quelque chose que je me rappelle m'avait beaucoup fasciné quand j'avais fait des études de théâtre. Notamment, j'avais fait une année d'initiation à l'école Jacques Lecoq, qui est une école internationale de mime et théâtre corporel, et où on avait fait beaucoup d'explorations sur les positions du corps imposé et la manière dont ça nous évoquait des choses. Quel type un exemple? Du genre, le premier stage que j'avais fait avec eux, ça m'avait assez fasciné. C'était donc la prof de théâtre vient et c'était genre le 3e ou 4e jour du stage où on explorait un peu ce que le corps raconte, etc. Au début, on travaillait un peu les émotions, les situations et tout. Bon, ça paraît des choses évidentes. Et puis là, il y a un moment donné, on était plein international. Hein. Il y avait genre une chinoise, 2 Allemands, un Anglais. Donc vraiment, on était multiculturel au sein du cours. Elle fait monter quelqu'un sur scène et elle lui dit, tu vas me jouer du bleu. Jouer une donc couleur. Il fait, c'est-à-dire, et elle fait, joue du bleu. Et il fait bleu. Et elle fait, non, je veux pas que tu parles. Je veux que tu sois dialogue, sans discours. Je veux que tu sois le bleu. Et nous, on s'est tous regardés pour incarne le bleu. Et on a fait, incarnée. Quoi? Ça veut dire quoi? On s'est tous marrés un peu. Donc le gars a commencé à tester des trucs. Il a commencé à faire des trucs. Et pendant qu'il faisait des choses, nous, on s'est regardé dans le public, on s'est dit, ah, c'est drôle, c'est pas du bleu, ça. Très bien. Et c'est là où on a réalisé l'absurdité de notre phrase. Si on arrive à reconnaître que c'est pas du bleu, c'est quand on peut reconnaître. Quelle couleur était-ce et comment faire? Et il y a un moment donné où il a fait un mouvement, et je sais pas comment expliquer, on s'est tous regardés, et on a fait, il est dedans. Il est dans du bleu. Et on a expérimenté le rouge,
le vert, le blanc, le jaune, le noir, tous ces éléments-là, juste avec notre corps. Et on réalisait que peu importe notre culture, c'est-à-dire peu importe si on était d'origine asiatique, allemande, française, etc., à chaque fois, on était unanimement d'accord sur quand la personne incarnait la couleur ou pas. Intéressant. Ce qui est absolument dingue. Difficile à décrypter scientifiquement parlant, mais réel dans la situation. Réel dans l'expérimentation. Et là, vraiment, moi, mon cerveau scientifique, il essaie de comprendre. J'essaie au maximum. Et je posais des questions. J'essaie de processer pour comprendre, mais c'est difficile. Et j'essayais de poser des questions à ma prof. Je lui disais, mais du coup, peut-être que, par exemple, le rouge, il y avait un truc un peu hyper tendu comme ça, qui bouge un peu. Sur le rouge, peut-être, sur la tension, sur la colère, l'énervement qu'on peut jouer. Et du coup, peut-être que Et j'ai commencé à lui dire ça. Je lui dis, et j'ai commencé du coup à essayer d'interpréter ça. Je me suis dit, est-ce que chaque couleur interprète une émotion qui... Et donc j'ai essayé de lui faire, il faut faire ça. Elle m'avait juste, arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir, juste sois. Et en fait, ça a été le meilleur conseil. Et ce genre d'expérience, justement, quand je les mélange après avec certaines recherches qui sont faites en intuition en laboratoire, je réalise que le corps, on arrive à décrypter des choses à un niveau beaucoup plus poussé que ce qu'on pourrait faire dans des conditions laboratoires où on est dans un cadre de réflexion. Très structuré, études, méta-études, où oui, tout est très cadré, effectivement. Et là, il y a un truc qui s'est passé, où vraiment, quand tu as un groupe de gens qui ne se connaissent pas, où unanimement, on se regarde et on se dit, là, il joue du rouge, là, il a incarné du vert, là, il a incarné de bleu. Avec l'intuition, il y a un phénomène qui est créé. Il y a quelque chose qui est créé. C'est ça. Et du coup, après, c'est ça qui m'a poussé par ailleurs à m'intéresser à d'autres études, du coup, qui sont moins connues par le grand public, mais des études qui sont faites sur la cognition incarnée, où notamment il y a une expérience qui a été faite, il me semble c'est une équipe Europe de l'Est, je ne me rappelle plus quel pays exactement, mais ils ont pris des danseurs professionnels, des danseurs interprétatifs, et on leur a fixé des espèces de lumière, de LED sur leurs articulations. Oui, un peu comme de la motion capture. Comme de la motion capture, mais à la place... capture, même au cinéma, ouais. Mais à la place du ballon, c'était une espèce de petite lumière, une petite LED. Tu vois, un peu comme les trucs que tu peux mettre sur ta tête. Oui, les masques, les casques qu'on peut poser. Mais là, ils étaient juste sur chaque articulation, quoi. D'accord. Une sur le main, le coude, l'épaule, etc. La tête et tout. Et on leur a juste demandé de créer de faire des chorégraphies qui incarnaient différentes émotions. Donc on leur disait créer une chorégraphie pour parler de la peur, créer une chorégraphie pour parler de l'émerveillement, créer une chorégraphie. Et donc on allait voir les articulations, comment se déplacer. On les filmait. Non, même pas. On filmait de manière globale. D'accord. Et après on effaçait le corps. Oui. Et on gardait juste les points. Ouais, c'est ça. Donc on voyait juste comment les points bougeaient. Exactement. Comment le. Oui. C'est là où ça devient drôle. Ils ont pris ces points-là et ils les ont montrés. Juste les points, encore une fois, on voit pas les corps des gens. Donc on voit uniquement les points et les points, les lignes qui relient les points, ou il n'y a que les points. Que les points. C'est-à-dire qu'on voit que les points. On voit pas la structure osseuse, si je puis dire, le squelette d'une certaine manière. Donc c'est que des points qui bougent. Que des points qui bougent. Donc ça paraît très étrange. Pour exprimer de l'émotion. C'est ça. On a montré ces points à plein de gens de différents pays. Je ne me rappelle plus quels sont les pays qui ont été testés, mais ils ont pris des gens de différentes cultures. On leur a montré ces vidéos-là et on leur a dit, dans ces vidéos, vous ressentez quelle émotion. On était sans une liste ouverte, hein. Donc c'est même pas un choix multiple parmi 3. On était à plus de 50 ou 60% de réponses justes. D'accord. Ce qui est énorme, encore une fois, pour des gens qui voient que des points bouger sur un écran noir, quoi. Oui, d'une certaine manière, oui, c'est très bien. Sachant que, encore une fois, il y a un truc très large, on n'a pas la tonalité, on n'a pas un cadre de musique qui vient interpréter ça. C'est vraiment de la cognition incarnée. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'il y a des déplacements ou des manières d'agir, on va dire, qui racontent des choses. Et on peut influencer par le langage corporel ? Je pense que oui. Et ça, moi, je vais faire un parallèle avec, par exemple, l'hypnose. Dans l'hypnothérapie, il y a plusieurs écoles de pensée là-dedans. Oui. Moi, j'en ai suivi 2. Je me suis certifié d'abord dans une école anglaise, et ensuite j'ai suivi de certification dans une école française. Les Françaises sont dans une approche plus ericksonienne. Une approche plus conversationnelle. Conversationnelle, c'est ça. On est plus dans les mots qui créent quelque chose, où on va accompagner la personne par ce qu'on appelle des suggestions et des inductions indirectes, où je vais laisser la personne prendre le temps d'apprendre, etc. J'échange avec elle et tout. Très intéressant. Les Anglais, eux, ils ont une approche un peu différente, où ils se basent sur du descendant, sur du direct, sur une école qui était plus hellmanienne, du coup, basée sur les travaux de Hellman. Hellman, ok, je connais moins. Et où en fait, en gros, ils partent du principe, et il y a pas mal d'études qui ont testé ça, de quelqu'un qui a suffisamment confiance en lui-même, qui te dit, là, dans un instant, je vais toucher le dos de ta main et elle va se lever. Si j'arrive à incarner suffisamment, mais à un niveau très profond, la confiance dans ce que je fais,
Parfois même juste le geste suffira pour créer une suggestion. Créer la suggestion. Donc j'ai même pas besoin de parler. Manière. Si par exemple je fais ça, moi je l'ai pas encore incarné là, mais tu vois, juste si je fais un truc de ça, naturellement déjà il y a une suggestion qui se crée. Oui. Suggestion non verbale. Tu envoies de manière non verbale quelque chose. C'est ça. Une énergie, ne serait-ce qu'une énergie. Exactement. Une suggestion. Tu induis, on peut dire que c'est de l'induction. C'est une forme d'induction, une forme de suggestion. Okay. Et d'ailleurs, quand on regarde par exemple, tu vois, tout ce qui va être les. Comment ça s'appelle? Les coupeurs de feu ou les magnétiseurs, ce genre de trucs. Ils utilisent ce type de consciemment ou inconsciemment, je sais pas. Mais par exemple, tu vois, je parlais avec certains chercheurs dans le travail justement de ces suggestions-là. C'est pas impossible que le travail des magnétiseurs ou des coupeurs de feu, ou etc., en fait, que ça soit des suggestions non verbales très poussées, où en fait leur corps raconte quelque chose de très précis qui vient stimuler ça. Qui va stimuler. Si j'arrive juste avec le corps, si j'arrive avec mon corps à te raconter une couleur, c'est-à-dire que en fait, ça veut dire que je peux raconter énormément de choses. Oui. Et je pense que c'est un tout, bien évidemment, ça vient jouer avec les mots, mais je pense que le corps a énormément de choses à raconter, et je crois beaucoup à notre capacité intuitive. Je sais que l'intuition est un sujet d'étude pour toi, et tu travailles beaucoup ce sujet-là, et c'est une passion, enfin c'est quelque chose qui te concerne directement. La dimension psychologique est-elle aussi importante? Quel est le ratio dans ton activité, et puis en tant que mentaliste, entre la dimension psychologique et la dimension corporelle? Je pense que les deux sont reliés. Oui. Je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est de mieux comprendre les phénomènes. Je suis très phénoménologue, je pense, dans ma manière d'être. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai échangé par exemple avec certaines personnes qui sont, par exemple, zététiciens ou ce genre de trucs, et qui, quand je vais leur parler de ce genre de phénomène dont je te parle là, qui vont faire « mais c'est des conneries, ça n'a jamais été testé en laboratoire, donc c'est faux ». La zététique, s'il te plaît. Ah pardon, la zététique, oui. Qui nous écoutent. Donc la zététique, c'est l'art d'apprendre à se remettre en question et de développer un esprit critique, qui à la base est un truc, je pense, très intéressant, mais qui de plus en plus tend, à mon avis, vers une forme de scientisme, c'est-à-dire une espèce de considérer la science comme une religion absolue, et si ça n'a pas été testé en laboratoire, c'est que ça n'existe pas ou c'est complètement faux. Tester, vérifier, entre guillemets, c'est que ça n'existe pas, que le phénomène n'existe pas. Ouais. Et pour moi, je suis un peu différent là-dessus, c'est-à-dire que pour moi, dans la science, il y a aussi ce truc-là de se dire, si le phénomène, il existe, bah, peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Et donc, j'ai tendance à... Ça n'a pas encore été prouvé, peut-être, parce que nous n'en avons pas les capacités, peut-être. Mais si le phénomène existe, et j'ai vécu tellement de phénomènes de ce genre de trucs, justement, en théâtre ou en lien avec les gens, ou même moi, en tant que mentaliste, il y a des choses qui se passent où tu te dis, ça dépasse ce qu'on peut estimer. Et je trouve que réduire les capacités humaines à on sait tout sur l'humain, on a déjà tout compris sur lui, je trouve ça un peu dommage, perso. Il y a quelques siècles, nous n'aurions jamais découvert certaines choses, et puis c'est omettre la spiritualité peut-être, l'au-delà. Oui, complètement. Cet état d'esprit qui nous sort hors de notre corps peut-être, complètement. notre réflexion. Et réussir à avoir une image plus grande de... Donc moi je dirais entre la dimension psychologique. C'est ça. Donc la dimension psychologique et humaine, donc je pense que les deux sont reliés, entre la psychologique et le corps. Parfois j'ai du mal à les relier ensemble, mais ce qui va m'intéresser moi, c'est de me dire, tiens, supposons que par exemple on a un truc d'influence qui se crée entre deux personnes. J'ai envie par exemple d'influencer quelqu'un lors d'une négo. Je prends un exemple. Bah, ce qui va m'intéresser, c'est de me dire, ok, sur le terrain, qu'est-ce qui fait que ça marche? Que dit la psychologie cognitive? Et que dit aussi les recherches en psychologie sur le corps? Qu'est-ce que je vis moi? Et après, moi, j'aime bien tester les deux, et pour voir sur quoi je dois me focaliser, qui sera le plus efficace. Et ce que je réalise, c'est que parfois, en me focalisant sur le corps, c'est plus utile que me focaliser, par exemple, sur des structures de mots ou des structures de concepts. Et à l'inverse, il y a des fois où me focaliser sur le corps m'envoie trop d'informations complexes divergentes ou complexes, et où je me dis, en fait, je vais plus me baser sur des structures de storytelling ou de mots. Voilà. Peut-être. Et où je laisse le corps faire ce qu'il veut. Donc en fait, j'ai tendance à jouer entre les deux. Et encore une fois, je pense que je suis très loin d'avoir compris toutes les dynamiques, et d'un point de vue humble, je dis que j'ai même pas touché la surface de ce qui se décortique. Mais c'est ce que j'aime bien faire. J'aime bien essayer de mélanger ces deux-là. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui,
d'un côté, je continue à lire les dernières recherches en neuro et en psycho sur ces domaines-là. Très bien. De l'autre, je continue à faire des stages de théâtre ou de corps ou de mime ou de trucs qui, en fait, sont moins dans l'analyse et plus dans le faire et voir les phénomènes qui sortent. Et voir, est-ce qu'il n'y a pas des liens qui se créent entre les deux? Passionnant, passionnant. C'est l'histoire de ton métier, de ton activité aussi, toutes ces choses-là. MBTI, Big Five, si tu avais un conseil dans ta maîtrise on parle du disque, de l'énéagramme, on parle de différents Il y en a beaucoup, questionnaires ou études de personnalité. Y en a-t-il une qui te marque plus que les autres? Plus que les autres? Moi, je suis praticien MBTI, les travaux de Carl Gustav Jung, qui sont quand même des travaux qui resteront dans la psychologie moderne, dans l'appréciation, je dirais, de la réflexion, des rêves peut-être, de différents éléments. Est-ce que toi, tu as un modèle de personnalité que tu privilégies plus? Ça dépend du contexte. Oui. En négociation et même en spectacle, quand j'essaie de déterminer la personnalité de quelqu'un, j'en utilise 3 que je trouve, en fonction du contexte, sont assez utiles. Le premier, c'est Insight, qui ressemble un peu à Disque, du coup, où on va caser la personne sur 2... il y a 4 couleurs de personnalité, rouge, bleu, vert, jaune. Comme dans Disque. Comme dans Disque, exactement. Il y a juste une légère nuance de différence entre les deux. C'est assez proche. Très, très proche, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'effectivement, par exemple, l'MBTI, les 16 profils de personnalité, est plus complexe, mais justement, c'est ce qui, pour moi, le rend moins utilisable directement en live. Il est plus difficilement applicable, en live, dans l'immédiateté. Je suis face à quelqu'un, je suis en train d'essayer de déterminer son souvenir, ou je suis en train de déterminer son profil, ou même je suis en égo, je dois traiter ses insights, ses besoins, ce que je suis en train de dire, etc. Je n'ai pas le temps de faire un questionnaire de 30 questions dans ma tête. De cartographier un petit peu, de mettre en place Donc en fait, la seule chose que je me dis, c'est justement, il est assez global, mais justement, c'est ça qui le rend utile. C'est-à-dire juste, tu vas me dire, ok, est-ce qu'il y a une couleur qui sort là, majoritaire dans l'échange? Est-ce qu'il va être plutôt rouge, plutôt jaune, plutôt vert, plutôt bleu? Je vais mélanger ça à un autre qui va être qui est un peu relié à la ProcessCom, mais qui sont les 5 drivers de l'analyse transactionnelle. Oui. Voilà, donc le soit fort, soit parfait, dépêche-toi, fais des efforts et fais plaisir, pardon. Fais plaisir, le dernier. Absolument. C'est ça. Donc les 5 drivers universels, où pareil, on a l'impression que même si on les a les 5, pour certaines personnes, on va en avoir un plus que les autres. Si on le sait, on sait déjà qu'est-ce qui anime plus cette personne-là dans différents contextes. Le why, un peu, comment, qu'est-ce qui drive cette personne d'une certaine manière. Exactement, c'est ça. Et un que j'ai commencé à utiliser plus récemment, c'est le Big Five, du coup le Ocean. Oui, qui reste assez connu. Surtout très utilisé dans les tests laboratoires aussi. Les tests laboratoires. C'est celui qui, en fait, je crois que parmi tous les autres, c'est celui qui a eu le plus de fiabilité lorsqu'on repasse le test plusieurs fois à plusieurs espacements lointains. C'est-à-dire que là où le MBTI, en fonction de mon état, si je passe le test aujourd'hui ou demain, je peux avoir un résultat qui est légèrement différent. Il peut varier. Néanmoins, ça me paraît personnellement normal. Ah oui. D'aller confirmer ou infirmer parfois, notamment sur le MBTI, tu sais, il y a ce score de clarté, il y a un score en fait pour établir ces 16 préférences de personnalité qui sont assez peu données finalement, mais il y a cette évolution dans le temps de notre état d'esprit, de notre vision de la vie, peut-être même de notre langage corporel, on peut peut-être, et je trouve que est-on la même personne 10 ans après? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Non, complètement. Et c'est ça la richesse aussi de MBTI. Oui. De l'autre aussi, mais tu estimes, le Big Five, la raison pour laquelle je vois en tout cas qu'il est beaucoup plus utilisé en laboratoire, c'est que c'est celui qui a le plus de cohérence entre si par exemple toi tu le passes pour toi-même, si je demande à quelqu'un qui te connaît, qui le passe par rapport à toi, et si je te refais passer par rapport à quelqu'un d'autre, en général il y a une cohérence qui est assez forte. Intéressant de décaler, c'est quelque chose qui pourrait être fait, c'est assez intéressant de dire à quelqu'un de remplir le questionnaire, pas de test, jamais, on ne parle pas de test parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ce sont nos réponses, mais de faire passer le questionnaire à quelqu'un qui te connaît comme si c'était toi. Exact. C'est intéressant. Et en fait, du coup, il est souvent relié. Quand il y a des tests, notamment d'intuition, sur capter ça, on réalise que, par exemple, en une première impression, l'extraversion, la sympathie et comment ça s'appelle? La conscienciosité, conscientiousness, c'est la capacité à conscientiser quelque chose? Non, la capacité à faire du bon travail ou à s'engager dans son travail. Je sais plus comment. Consciencieux. Consciencieux, voilà. La conscienciosité, du coup, la conscience. Oui, peut-être. Le J'arrive pas à trouver le mot. Mais en tout cas, d'être consciencieux sur son travail, d'être sérieux d'une certaine manière, de faire les choses bien. Et en fait, du coup, il y a eu, comme je m'intéresse beaucoup à l'intuition, il y a eu des études
qui ont réalisé qu'on arrivait en aussi rapidement que 50 millisecondes. C'est extrêmement rapide. Oui. Déterminer avec une très forte fiabilité le niveau d'extraversion ou d'introversion de quelqu'un, son côté sympathique, donc le agreeableness, le A du Big Five, à quel point il est sympathique ou antipathique, du coup, par rapport aux autres, et son niveau de conscienciosité. Oui. Mais à un niveau très fiable. Très fiable. Très fiable. En 50 millièmes de seconde. C'est-à-dire que on est sur du niveau subliminal, c'est-à-dire qu'on montre la photo et les gens, ils n'ont même pas le temps de stocker, on leur dit juste « Ah, notez sur une échelle de 1 à 7… C'est le temps qu'on prend, alors on parle de temps un petit peu plus élevé, mais pour se faire une première impression. Complètement. C'est ce dont on parle. On scanne la personne et très vite, on va la stocker dans des cases spécifiques. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là où je trouve c'est chouette de se reconnecter à l'intuition, c'est qu'il y a des choses de notre première impression qui ne sont pas fiables, qui vont être beaucoup influencées par notre humeur du moment, c'est ça ? Les biais cognitifs. Par exemple. Et il va y avoir d'autres trucs de la première impression qui sont en fait assez fiables. Oui. Et je me dis, ça serait cool de pouvoir former les gens à se dire… À développer cette première intuition, cette première impression. C'est ça. Et savoir sur quoi la première impression est fiable et sur quoi la première impression n'est pas fiable. Et moins. Intéressant. Je trouve que ça peut développer des pistes, en tout cas d'interaction avec nos proches. Des compétences personnelles, comme tu disais, qui sont assez peu développées finalement. Complètement. Ouais. Pour aller toujours un petit peu sur le sujet du langage corporel, tu es maître praticien en PNL. Absolument. On étudie le regard en PNL. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi qui es maître praticien ? Merci de me dire ça, parce que c'est un truc qui, en tant qu'analyse comportementale, est important et j'ai du mal à le lire. Pardon de ok. Non, mais il est très intéressant. C'est difficile à lire. Je suis d'accord là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses ? Tout d'abord, déjà, effectivement… Aujourd'hui, on entend beaucoup ce schéma-là de si tu regardes en haut à gauche, c'est du visuel reconstitué. Si tu, on est d'accord, voilà, très bien. Ce truc-là, il existe beaucoup. Tu as beaucoup de gens ou de blogs de PNL qui te racontent ça. Moi, je trouve que c'est une horreur. Je me suis intéressé parce que, en tant que scientifique, j'ai envie de savoir l'origine de ces trucs-là. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça, c'est la PNL. D'ailleurs, c'est très drôle parce que vraiment… C'est même pas, ne serait-ce qu'un centième de pourcentage de ce que la PNL vraiment a développé. Linguistique, le L, quand même. Merci, voilà. Bref, mais effectivement, il y est, ce schéma-là. Oui. Donc, je me suis intéressé à voir… Très repris, trop repris. Mais surtout, comme Merabian, sorti de son contexte. Comme toujours. Et donc, je vais t'apprendre peut-être un petit truc. C'est que, plutôt que de se dire « Ah, la PNL, c'est du bullshit parce qu'il raconte ça », je suis revenu au premier bouquin où il y avait ce modèle-là. Le premier bouquin, c'est Frogs into Princes, qui a été écrit par Bandler et Grinder. Les deux fondateurs du coup de la PNL. Oui. Bouquin de 85 ou 88, si je ne dis pas de bêtises. Un des premiers. Les premiers, c'était The Structure of Magic, volume 1, volume 2. Premiers qui ont vraiment initié la PNL, fin des années 70. Et ensuite, le gros 70. Qui a vraiment développé le modèle PNL, c'est Frogs into Princes, The Science of Neurolinguistic Programming. Mais très axé sur cette transformation-là de notre vision, de la vision du monde, etc. Oui. Donc, effectivement, ce schéma-là, je l'ai retrouvé. Mais je vais te dire exactement le contexte dans lequel il est dit. Bandler et Grinder, ils te disent dans ce chapitre, ils te disent déjà, première chose, la PNL n'est pas une science. Ils ont voulu essayer de faire quelque chose qui est étudié de manière empirique, ce que certains profils qu'ils ont appelés des génies, donc, par exemple, il y avait Erikson, Virginia Satir, et le troisième qui a développé la Gestalt thérapie, je ne me rappelle plus son nom. La Gestalt, oui, absolument. Voilà. Qui en fait arrivait à avoir des résultats assez flagrants et qui étaient en décalage avec la recherche en psychologie cognitive de cette époque. Bandler et Grinder, ils se sont dit un truc simple. Ils se sont dit, ces gens-là, ils doivent faire quelque chose intuitivement, sans le réaliser, qui peut-être, si on arrive à répliquer d'un point de vue schématique, on pourrait apprendre des choses qu'on pourrait réappliquer en thérapie. Donc ils se sont dit, on va avoir une approche empirique. Déjà, c'est intéressant de se dire ça. C'est que, de base, la promesse n'est pas « on vous donne la vérité », c'est « on vous montre nos observations, venez les challenger ». Oui. C'est aussi pour ça que la science, ça, de manière globale. Exactement. Et là, on est encore plus loin dans un truc où, tu vois, par exemple, je les compare beaucoup, moi, au travail, par exemple, de Robert Cialdini. Oui. Robert Cialdini, lui, ses travaux en influence, en ego… Il est très célèbre pour ça, Cialdini. Complètement, en manipulation, etc. Absolument. Dans son deuxième bouquin, Présuasion, en fait, il a réalisé qu'encore une fois, le cadre du laboratoire ne permettait pas d'étudier qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des bons influents. Donc, il a passé son temps
à aller voir tous les boîtes de conseil, tous les boîtes d'agents immobiliers, etc., leur dire qui est votre meilleur élément, et juste l'observer pendant plusieurs mois pour voir des ponts. Donc c'est ça qu'ils ont essayé de faire, la PNL. Aussi, basé sur l'expérience et l'observation. Exactement. Donc revenons sur les regards. Est-ce que ça se vérifie ou pas, selon toi, en spectacle, pour moi, un peu du cadre très scientifique qui nous concerne, mais pour que ce soit plus... pour moi, oui. Et il y a des choses qui sont utilisables, que j'utilise régulièrement. Qu'est-ce que tu peux utiliser sans dévoiler les secrets de ton métier? En fait, de toute façon, moi, ça ne me gêne pas de donner les ingrédients. C'est ce que je dis toujours. Il faut savoir les utiliser. Hein. Exactement. Absolument. Alors qu'on connaît les ingrédients. Voilà. Un peu de secret quand même. Hein. Un peu de secret. On vous donne un peu quand même des choses que vous ne trouverez pas ailleurs. Complètement. Mais du coup, juste avant de faire ça, je t'explique d'abord le contexte duquel est sorti ces trucs du regard de PNL. Là. Oui. Frogs and Princes. Bandler et Grander, ils disent, on a remarqué un truc. Quand on dit à quelqu'un de penser à quelque chose et qu'il soit réfléchit, soit imagine, ses yeux décrochent. Il parle même pas d'eux. Oui, d'accord. Le regard décroche. Pas forcément dans une direction spécifique. En tout cas, le regard. Comme on peut l'observer d'ailleurs tous les deux. Hein, exactement. Quand tu pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, faites ça. Imaginez, essayez de vous rappeler par exemple ce que vous avez mangé ce matin. Et le regard va décrocher forcément. C'est ça. C'est la direction, c'est là la question. Et du coup, je continue dans le chapitre. Dans le chapitre, ils te disent, on a l'impression que quand on pousse quelqu'un à se souvenir de souvenirs similaires, en termes sensoriels, on a l'impression que c'est le même regard. Là, tu as eu un regard décroché d'ailleurs. J'ai porté à gauche. Voilà. Mais du coup, eux, ils disent juste, une personne par rapport à elle-même, on ne parle pas de généralisation, une personne par rapport à elle-même, quand on lui demandait par exemple plusieurs fois de penser à des choses visuelles, ou des choses kinesthétiques, ou des choses auditives, en général, elle allait rechercher l'information toujours au même endroit. Mais pour la personne, c'est-à-dire si la personne avait tendance à réfléchir vers le bas, à chaque fois qu'on lui demandait de réfléchir sur des trucs différents, en général, elle allait décrocher vers le bas. Quand on lui dit d'écouter un truc lointain, peu importe le truc qu'on lui demandait d'écouter, en général, par exemple, si elle décroche à droite, elle décrochera toujours vers la droite ou vers la gauche. Mais donc, oui. D'où vient du coup le schéma? Donc, on arrive juste après. Ils te disent, en guise d'exemple, voici le schéma que nous-mêmes, on a remarqué sur la majorité des hommes blancs, cis, droitiers, qu'on a pu observer. Hauteur de voix. Oh, voilà, mais... on observe ces dimensions. Oui, absolument. Mais là, en para, tu montes très haut. Mais en fait, c'est important parce que vraiment, la manière dont ce schéma-là, qui est tellement généralisé, ils t'ont dit juste à titre d'exemple, déjà, voici ce qu'on a remarqué pour les hommes blancs, droitiers, qu'on a étudié. Donc, encore une fois, il y a un truc qui est hyper précis, tu vois. Et effectivement, moi, j'ai remarqué que en général, les gens qui vont essayer de réfléchir de manière visuelle, c'est plutôt vers le haut. Je parle pas de droite-gauche, parce qu'encore une fois, ce droite-gauche est venu bien après, avec le mythe du cerveau, gauche, qui est un neuromythe. Voilà. Donc ça, c'est complètement faux. Mais par contre, en général, effectivement, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui se concentrent sur un son, en général, ça va être plutôt sur les côtés. Le côté sensoriel, où vraiment la réflexion sur soi, ça va plutôt vers le bas. Bas vers droit, bas vers gauche, on s'en fout. Vraiment plutôt vers le bas. Où il y a un retour plutôt vers soi, voilà. Orienté vers le bas. Oui. Exactement. Et la visualisation ou la réflexion, ça va plutôt être vers le haut. Je donne un exemple. Orienté vers le haut. Si je te fais là maintenant, tu te dis pas, je suis excité pour aller quelque part. Tu vois? Si par contre je te fais du vrai non-verbal, là, oui. Voilà. Oui. Si je fais ça, ça va être plutôt de la réflexion, plutôt de la visualisation. Et d'ailleurs, il y a un truc très drôle. Et ça, je vous invite à le faire parce que ça, moi, je le remarque beaucoup et je l'utilise beaucoup dans mes coachings. Quand on pousse une personne, par exemple, à devoir faire un choix ou devoir s'organiser ou répondre à une question ou je sais pas quoi, il va y avoir parfois des bascules entre le haut et le bas. Et du coup, parfois, la personne, elle va faire... Absolument, elle va partir sur du cognitif et un petit peu revenir sur... Absolument, on voit le regard... basculer de haut en bas. Supérieur, inférieur, absolument. En général, moi je l'ai beaucoup vu par exemple quand j'échangeais avec mes profs de maths quand j'étais en prépa ou mes profs de physique quand par exemple je leur disais tiens mais est-ce que cette équation elle marche à tel endroit? Et souvent du coup ils vont faire tiens est-ce que ça marche? Là je suis quasi sûr qu'ils sont en train de penser genre à des équations, en train de réfléchir. Ils vont prendre l'info du cognitif et après revenir sur du est-ce que j'ai déjà vécu ça un peu avant moi? Oui, aller revenir sur soi. C'est intéressant. Et là c'est intéressant. C'est même très intéressant. Parce que là ça donne beaucoup d'infos. Pour donner un exemple, comment on peut l'utiliser? Encore une fois, on ne peut jamais être sûr. Et si on revient sur la première observation de Grinder et Bandler... Ce ne sont que des exemples.
C'est qu'un exemple qui, après, parce que comme les gens adorent les généralités et l'universalité et les généralisations... C'est le cerveau humain, on généralise. Voilà, il y a eu beaucoup de trucs, et tous les blogs aujourd'hui disent « Regarde, ça c'est universel et pour tout le monde ». Mais Rabian de la même manière... Qui ne disait même pas ça dans ses conclusions. Mais pas du tout, ça n'a aucun sens. Donc, absolument. Mais par contre, comment je peux l'utiliser? Supposons que je demande à quelqu'un, tiens, ça te dirait qu'on aille prendre un café demain? T'es dispo demain soir pour aller prendre un café? Si la personne fait, ouais, pourquoi pas? Probablement qu'elle est en train de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai dans mon emploi du temps? Donc juste en train de vérifier. En haut. Plutôt en haut. À droite. Ou à gauche, ouais. Droite. Oui, c'est vrai. Là, t'étais plutôt en haut à droite. C'est vrai. Mais du coup, ça, si la personne, elle fait ça, ouais, je serai dispo. Probablement, je dis encore une fois, probablement, c'est qu'elle est juste en train de comparer ses infos, genre elle est en train de se dire j'ai prévu de quoi demain, ah oui c'est vrai j'ai un truc, ou alors je suis dispo. Donc se remémoriser quelque chose d'une certaine manière. Ou visualiser par exemple son agenda, ou réfléchir à là-dessus. Okay. Si par contre, je dis à la personne, est-ce que tu as envie de prendre un café demain soir? Et la personne fait, ouais pourquoi pas. Donc là c'était plutôt en bas à gauche, en bas à droite pardon. Ça veut dire que le blocage n'est pas matériel physique, mais plutôt émotionnel. Peut-être que la personne t'aime pas trop. Peut-être qu'elle n'a pas envie de passer du temps avec toi. En haut, à ce que je vois, moi, ce que j'observe en tant que spécialiste du comportement, il y a plutôt de l'affirmatif avec de la réflexion quand tu regardais en haut à droite. Ouais. Donc, ok, j'y réfléchis, je vois finalement si c'est possible avec mon planning, avec mon temps. En bas, effectivement, c'était en bas à droite aussi. Il y a une notion de réflexion, mais il y a plus de frein. C'est plus est-ce que j'ai envie d'y aller? Exactement. Ouais. Un autre truc, par exemple, que j'avais déjà utilisé, c'était je coachais pendant un certain temps, pendant plusieurs années, j'ai coaché, je faisais passer des entretiens de personnalité pour des écoles de commerce. Écoles de commerce. Et donc, je coachais pas mal les élèves qui sortaient de prépa ou qui étaient en prépa pour préparer ce genre de trucs. Et donc, j'avais une personne que je coachais. Et pour essayer d'avoir un peu des questions de personnalité, je lui ai dit, tiens, c'est quoi le dernier film que tu es allé voir au cinéma? Et la personne, elle me fait, non, je suis rien allé voir. Et je lui fais, bah vas-y, parle-moi. Elle me fait, non, ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma et tout. Donc comme elle a eu le regard vers le haut, elle a chopé le truc, puis elle est allée vers le bas. Moi, je me suis dit, à ce moment-là, elle a dû savoir le truc, mais elle a honte. Et je lui dis, t'inquiète pas. Tu peux me dire ce que tu as été voir. Tu peux me dire ce que tu es allé voir. Je sais que tu as peut-être honte. Et là, vraiment, elle a ouvert les yeux, elle a fait, mais comment tu as su que je suis allé voir? Je lui fais, je suis mentaliste. Laisse-moi faire ça. Et en fait, le dernier film qu'elle était allée voir, c'était un dessin animé. Okay. Et je lui fais, raconte-moi ce dessin animé. En fait, elle m'a fait une analyse hyper intéressante, mais elle avait peur qu'on la juge mal. Elle avait peur qu'on la juge mal. Mais dit que c'est très chouette parce que vraiment, quand je la questionnais sur qu'est-ce que tu as vu la semaine dernière et tout, elle vraiment insistait sur le mensonge. Je dis non, j'ai rien vu, je me rappelle plus du dernier film que j'ai vu. Non, vraiment, je regarde pas le film, je regarde pas de cinéma. Alors justement, le mensonge. On y vient. On ne terminera pas par ça, pas du tout. Mais je voudrais que tu me dises, toi en spectacle, dans tes interactions, est-ce qu'il y a selon toi des signes du mensonge ou des signes de manipulation que tu peux avoir observé, décelé, qui sont plutôt fiables, authentiques, sachant qu'en analyse du comportement, c'est à remettre bien sûr dans son contexte. Complètement d'accord. Beaucoup d'éléments contradictoires sur l'analyse purement corporelle. Ah, mais ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Le mensonge, la manipulation. Bah, déjà pour le mensonge, et on en avait déjà parlé quand même. Bien sûr, on en a parlé dans ton podcast. Exactement. On en parlera tout à l'heure. L'art du mentaliste. Je vous recommande d'aller. Merci. Écouter. Et vous t'avez dit un truc avec lequel j'étais 100% d'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as pas un signe qui est universellement fiable. Ça n'existe pas. Uniquement corporel. Uniquement corporel. Cependant, c'est là où on va mettre des nuances. Oui, avec plaisir. Si on parle un peu intuition, moi je m'intéresse de plus en plus sur la capacité intuitive à détecter le mensonge. Capacité intuitive à détecter le mensonge. C'est-à-dire pas décortiquer un geste, mais ressentir ou pas si la personne ment. De l'intuition pure. Et là, il y a des choses très intéressantes qui ont été faites en expérience. Oui. J'en parle notamment une. Je vais partager des expériences et je vous partage comment moi je l'utilise dans la vie. Une des expériences, on a pris des gens, on les a filmés, soit en disant un mensonge, soit en disant une vérité. Et on a vu le haut du corps, à peu près le cadrage qu'on a là, par exemple. Ok. Et on a montré ces vidéos-là à plein de, on va appeler les juges. Okay, donc des gens à qui on montrait ces vidéos-là. On leur disait juste, tiens, est-ce que cette personne ment ou dit la vérité? Qui observe et qui donne un avis sur le... Des gens pas du tout entraînés. D'accord, oui, c'est ça la question. Hein. Ok, des gens lambda qui n'ont pas l'habitude plus que ça de travailler sur ces sujets. Non. Qui le font naturellement. Juste on leur dit ça. Voilà. On leur dit ça. Bien évidemment, résultat catastrophique. Beaucoup moins même. Beaucoup moins. On est à, je crois, 40% de fiabilité parce qu'en fait, ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'on a tendance à
faire plus confiance que l'inverse. C'est-à-dire que les menteurs, quand on a un doute, les gens, en général, ils ont tendance à dire « il dit la vérité ». Donc, il y avait beaucoup de faux positifs que l'inverse. D'accord. Voilà. Donc, il y avait naturellement à faire confiance. Hein, c'est ce que on a tendance à naturellement faire confiance. C'est juste. Ce qui est tant mieux, hein, moi j'aimerais dire aussi. C'est cool comme survie. C'est plutôt mieux. Si on pousse le truc à l'extrême, une personne qui fait confiance à tout le monde ou une personne qui fait confiance à personne, il y en a une qui survit beaucoup mieux en société que l'autre. Hein. Voilà, clairement. Donc c'est cool. Maintenant, ils leur ont dit, on vous remonte les mêmes vidéos. Et maintenant, je sais que vous avez dit ment ou dit la vérité, on vous dit rien sur les résultats. Sur une échelle de 1 à 10 de fiabilité, vous les mettez où? Et les gens, du coup, étaient perplexes parce qu'ils leur disaient, on vous a dit déjà si la personne ment ou dit la vérité. Oui. Et ils faisaient, non, c'est pas grave, donnez-nous un nom entre 1 et 10. Oubliez-vous. Voilà. Et là où c'est drôle, c'est que... Oui, on évalue, là, c'est quand même beaucoup plus précis. Beaucoup plus fin. Ouais. Mais c'est là où c'est drôle. C'est que il y avait déjà des réponses qui étaient très variées. En général, les gens avaient tendance à noter moins sur cette ligne de véracité les menteurs quand ils voyaient des vidéos de menteurs que ceux qui disaient la vérité. Mais là, il y avait une dissonance cognitive assez étrange. C'est-à-dire que par exemple, toi, supposons que tu es un juge, je te montrais une vidéo de quelqu'un et tu me dis, lui, je lui mets à 6 sur 10. Et je t'en montre un autre et tu me dis, lui, je lui mets à 9. Et après, je te repose la question, à quel point tu crois les deux? La personne répondait à 100% les deux. Mais il y en a une à 6 et une à 9. Mais les deux, je suis sûr à 100% qu'ils disent la vérité. Okay. Mais l'un 6 et l'autre 9. Ce qui est très étrange. Hein. C'est-à-dire quand on leur demandait à quel point vous les croyez, c'est pas le « j'ai un doute ». C'est « je suis sûr à 100% que cette personne dit la vérité ». À 9, t'es certain, et à 6, tu l'es beaucoup moins. C'est presque à la moitié. Ouais, mais sauf que la personne, quand on lui disait « là, tu m'as mis 6 », la personne dit « si, je suis sûr que cette personne dit la vérité ». Mais je sais pas pourquoi j'ai un 6 qui me vient. Et donc, quels éléments faisaient la différence? On n'a pas pu savoir, mais tout ce qu'on a su, c'est que plutôt que de mettre le 5 comme le test de fiabilité de mensonge-vérité, au milieu, quand on mettait la différence sur, je crois que c'était genre 6,5 ou 7, les gens arrivaient à obtenir une fiabilité qui dépassait 70%. Purement, du coup, intuitive, par des gens non entraînés à ça. Ce qui est assez dingue. Une autre expérience aussi qui a essayé d'expérimenter ça, ils ont mis en place et utilisé ce qu'on appelle un TIA. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Test implicite d'association. Truc qui a été développé par plusieurs chercheurs à Harvard, qui est énormément utilisé pour voir si, dans ta tête, tu as des présupposés inconscients sur un sujet. L'idée est extrêmement simple. Supposons par exemple que, je t'en prends un, on a envie de voir tes présupposés par rapport aux hommes et femmes scientifiques versus littéraires. On va voir tes présupposés inconscients. Ce qui se passe, c'est que du coup, il y a genre, en haut à gauche, toi, tu as 2 boutons. Un à ta main gauche, une à ta main droite. Je te mets en haut à gauche, genre scientifique, en haut à droite, littéraire. Et puis, je te balance plein de mots au centre qui sont clairement soit reliés à la science, soit reliés à la littérature. Et toi, tu dois juste classer droite ou gauche. Okay, on te fait la même chose sur hommes et femmes. Pareil, tu classes les trucs. Et là, ça devient intéressant. On te dit, maintenant, on va te balancer une liste de mots. Et en haut à gauche, ça va être soit homme ou science, et en haut à droite, ça va être soit femme ou littéraire. Et pareil, tu dois classer les différents mots. Genre Georges, ça va aller à gauche. Cécile, ça va aller à droite. Mais livre, ça va aller à droite, etc., etc. Et puis, on inverse les associations. C'est-à-dire qu'on te dit, à gauche, tu vas classer homme ou littéraire, et à droite, tu vas classer femme ou scientifique. Et ce qui compte, c'est pas à quel point tu fais des erreurs, c'est ta vitesse moyenne de réponse. De répartition, oui. Et en gros, ce qu'on réalise, c'est pour ça que c'est un test implicite d'association, c'est que si pour toi, très fortement, tu avais une association inconsciente que seuls les hommes font de la science et seules les femmes font de la littérature, eh ben, tu prendrais beaucoup plus de temps à trier hommes littéraires et femmes sciences que hommes sciences et femmes littéraires. Donc ça permet de tester des trucs implicites. Voilà. C'est ça le TIA qui est énormément testé, par exemple, pour voir si les gens ont du racisme inconscient ou énormément testé en laboratoire, très très poussé. On l'a testé dans le cadre de la détection de mensonges. On a montré à des gens, il y a eu plein d'acteurs qui sont entrés dans une salle. Ces gens-là, on leur disait juste, dans cette salle-là, il y a une boîte avec un diamant dedans. Ils doivent soit prendre le diamant, soit pas le prendre, c'est eux qui décident. Et après, ils se mettent devant une caméra, ils doivent dire « je n'ai pas pris le diamant ». Donc en gros, les scientifiques savent que certaines des vidéos sont des vidéos de mensonges, d'autres des vidéos de vérité. Et là où ça devient intéressant. Les juges, du coup, peut-être comme toi, tu participes à l'expérience, on te montre plusieurs de ces vidéos-là. Donc la personne qui dit « je n'ai pas pris le diamant ». On ne te demande pas de trier la personne si elle ment ou dit la vérité.
Parce que quand on l'a fait consciemment, pareil comme l'autre étude, résultat qui est à peu près 50%, voire même un peu moins. Sur deux, voilà. Parfois un peu moins. Ouais. Mais en gros, on n'est donc pas du tout fiable. C'est du pile au face. C'est du pif, c'est vraiment du pifomètre, quoi. Mais là où c'est devenu intéressant, c'est que maintenant, on te faisait un TIA où juste à gauche, il y a le mot malhonnête et à droite, il y a le mot honnête. Et on te balance des mots au centre que tu dois trier. Des trucs pareils évidents, genre mensonge, bah, tu vas mettre à gauche, sincère, tu vas mettre à droite, gentil, tu vas mettre à droite, méchant, tu vas mettre à gauche, etc. etc. Mais juste avant ce test-là, d'une manière subliminale, ils ont envoyé, dans l'ordre de quelques dixièmes de millisecondes, le visage d'une des personnes que tu avais vues en vidéo tout à l'heure. Donc ça, en fait, je montre vraiment juste le visage. Très rapidement. Et ils ont checké que les gens ne l'ont pas perçu consciemment parce qu'on leur disait à la fin qu'est-ce qu'ils ont vu. Subliminal. Bon. Vraiment subliminal. Ok. Il s'avère que quand je te montrais un visage subliminal de quelqu'un qui avait réellement dit la vérité, peu importe si tu avais eu raison ou pas sur lui, tu avais beaucoup plus de simplicité à trier les mots vrais que les mots faux. Et à l'inverse, quand je te montrais de manière subliminale le visage de quelqu'un qui avait menti, pareil, peu importe si consciemment tu avais eu raison ou pas, tu avais eu beaucoup plus de simplicité à trier les mots autour de la malhonnêteté que les mots honnêtes. Comme s'il y avait une légère dissonance cognitive d'associer cette image implicite du visage de quelqu'un que tu as vu pendant quelques instants qui avait menti avec des mots honnêtes, ou alors de quelqu'un d'honnête avec des mots autour de la malhonnêteté. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en eux, encore une fois, c'est des gens qui ne sont pas entraînés, hein, mais il y avait quelque chose en eux, inconscient, intuitif, qui a perçu ce mensonge-là et qui peut-être on n'a pas eu, ou peut-être qu'ils ont, eux, pas accès consciemment à ce cheminement-là. Donc ça pose énormément de questions, moi je trouve, sur en fait notre capacité à gérer ce genre de trucs. Et après, d'un point de vue évolutif, en vrai de vrai, est-ce que c'est si étonnant que ça qu'on ait développé d'une manière intuitive la capacité à décerner le vrai du faux? Je me pose la question. Intéressant. Bon, c'est très scientifique, hein, tout ce que tu Oui, bien sûr, dit. pardon. J'espère que ça sera compréhensible par si je fais un parallèle du coup avec les spectacles. Truc classique déjà, le lien avec la baseline. Donc la baseline, c'est la manière dont la personne se comporte. Le comportement normal. On parle d'idiosyncrasie, hein. Le terme scientifique, c'est l'idiosyncrasie. Quand la personne monte sur scène, même avant, quand la personne... tu les vois peut-être pas dans le public. Si je les vois, moi je vais aller par exemple les regarder un peu, ouais. Je vais aussi voir la manière dont il va interagir avec moi. Derrière, avant de rentrer sur scène, pardon. Non, mais je fais pas ça parce que j'ai pas le temps. En fait, surtout, il y a aussi un truc il faut pas oublier que sur scène, moi j'ai aussi un rôle des messages, des émotions à jouer. Si je suis trop en anticipation, c'est plus intéressant pour le public, je suis plus dans l'incarnation. D'accord. Donc en fait, il y a des fois où je dois m'interdire d'analyser parce que je suis focalisé sur moi, ce que je partage, sur mes images, mes trucs. Donc j'ai vraiment, on va dire, cartographié dans mon spectacle, tiens, à quel moment je m'autorise à analyser la personne, à quel moment je peux pas. Je me mets en retrait. C'est ça. Donc moyen très simple. Les moments, la manière dont la personne monte sur scène, la manière dont elle avance, quand elle se présente, comment tu t'appelles, assis-toi à côté de moi. Et en fait, déjà juste ça, alors déjà ça biaise un peu parce qu'elle est stressée, c'est sûr et certain. Personne, elle monte devant 500 personnes, elle est stressée. 500, mais 5000 personnes. 5000 personnes. Je n'ai pas encore joué devant 5000 personnes. Je crois pas que ça m'intéresse. Mais il y a un petit autocontact au niveau du nez qui se passe aussi. Il y a un peu de chaleur aussi, bien sûr. Mais quand même, on a un petit peu, on en a parlé au déjeuner. C'est chiant parce que maintenant je suis conscient à chaque fois que je dois me faire un autocontact. Quoi. J'ai envie de cacher mes mains maintenant. Non, pas du tout. Surtout qu'on va monter la vidéo de manière à ce qu'on voit nos mains. Bien aussi sûr. Bien les tiennes que les miennes. Très bien. Mais du coup, non. Ce que je vais voir, c'est par exemple, tiens, est-ce que quand elle me parle, elle a un corps qui est hyper figé? Est-ce qu'au contraire, elle a tendance à beaucoup utiliser ses mains? L'amplitude dans les gestes, les mains. L'amplitude dans les gestes. Est-ce que c'est figé ou ça bouge beaucoup les doigts? Est-ce que c'est crispé? La richesse du vocabulaire, la manière dont en fait elle va commencer ses phrases, la manière dont elle va structurer tout ça. Mais ça, je le prends pas de manière analytique. Vraiment, je me laisse intuitivement. Je me dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Expérience aussi. Hein, aussi. Mais du coup, en fait, je prends tout, sans me dire qu'est-ce que je vais regarder. C'est-à-dire, je me force pas à chaque fois à chercher un indice particulier. Je prends un peu. J'entends bien, et c'est très intéressant. Tu prends la globalité. C'est ça. Et après, ce que je vais chercher, c'est que je vais chercher des variations avec ça. Donc maintenant, il y a plusieurs éléments, et c'est ça que j'explique un peu quand j'enseigne ça. Sur scène, ce que je vais regarder le plus, c'est surtout des signes d'inconfort. Parce que tu n'as pas vraiment de signes de mensonge. On est d'accord. C'est surtout des signes d'inconfort.
Il y en a plusieurs qui vont de stress arriver. Peut-être, d'inconfort. D'inconfort ou de stress, ouais, ça va être ce genre de truc. C'est pas forcément lié au mensonge non plus. Mais... Et moi, comment je vais faire, c'est que je vais augmenter l'enjeu de « elle ne doit pas me laisser déterminer son mensonge ». Donc supposons par exemple que je fais monter quelqu'un sur scène et je lui dis « bah écoute, tu vas penser à un truc et tu vas me donner 4 réponses et l'une d'entre elles doit être le mensonge ». Ok. Déjà, première chose, en général, les gens vont la mettre en 3e ou 4e position. Jamais au début. Jamais au début. Et très rarement la deuxième. D'accord. Très rarement la deuxième. Pourquoi ? Pour moi, ça reflète un comportement que j'ai pu voir d'un point de vue global qui est, si par exemple je demande à plein de gens, ça c'est quelque chose que je fais dans mon spectacle, à plein de gens de se déplacer ou d'agir, l'un d'entre eux genre est un menteur ou est coupable d'un truc que je lui ai fait, en général il va essayer de se cacher parmi la foule. Je l'ai vu en spectacle, hein. Je t'ai vu complètement. Donc en général, c'est ça. En général, la personne se déplace jamais en premier, jamais en dernier. Ouais. Parce que elle n'a pas envie d'être en lumière. Pas envie d'être repérée. C'est ça. Ouais. Et surtout, en vrai de vrai, il y a aussi autre chose. Être en premier ou être en dernier, ça va être souvent les gens qui, comme ils sont, ou ils disent la vérité, ou ils sont honnêtes, ils ont envie de prendre la lumière. Donc ils ont envie un peu de se montrer. Donc à l'autre côté, on voit le menteur, mais là, on voit comment la sincérité agit. Exactement. On voit la personne. Et elle a plutôt envie qu'on la voie. Exactement. Oui. C'est un peu ça l'idée. Dans le langage, donc du coup, quand je vais demander à la personne de la mettre sur 4 trucs là, en général, elle va mettre en 3e ou 4e position. Ouais. Mais ce qui va m'intéresser, moi, ça va être la différence par rapport aux autres mots. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que elle va me faire un truc du genre, je sais pas, si je lui dis t'es né où, donne-moi 4 villes, et si elle me fait genre Brest, Rouen, Paris, et et je sais plus. Il y a 2 villes dans lesquelles que tu connais bien dans les 4. Par exemple, voilà. Et un dernier truc, bah en fait, soit la vérité parmi les 4 mensonges ou le mensonge parmi les 4 vérités, ça va être celui qui va être différent. Donc moi, je vais chercher la différence dans l'ensemble. Oui, c'est ça. Ça peut être du paraverbal, ça peut être du paraverbal, des gestes. Des gestes. Souvent, ce que je vais remarquer, par exemple, c'est l'espèce de balancement un peu trop vite du truc et une pause juste après. Donc un temps de pause juste après le mensonge un peu plus long que le reste. Ah d'accord. Intéressant. Donc le mot part vite. Mais il y a une petite pause après. Je me reconnecte à moi. Ça peut être une microseconde, enfin ça peut être très rapide. Ça peut être très rapide. L'œil, hein. C'est ça. Mais encore une fois, je vais le chercher. Je vais regarder ça. Et encore une fois, si par exemple, tu vois, moi le truc le plus rapide, c'était le premier. Je me dis, tiens, c'est pas les trucs statistiques. Donc je vais lui demander par exemple de répéter une 2e fois. Juste pour m'assurer. Ah oui. Voilà. Juste pour m'assurer. Voilà, et je vais voir ce qui va se passer. Deuxième chose que je remarque. Ça peut se faire. Allez, c'est ça que j'allais te dire aussi. Un truc, et ça je l'ai partagé à personne. Donc tu as un scoop. Merci beaucoup. Parce que c'est quelque chose qui est très puissant et que j'ai vu nulle part autre. Oui. C'est le 2e cas. En général, moi je vais faire un jeu que j'ai fait parfois dans certains spectacles où je dis à la personne, je lui demande par exemple de penser à un souvenir et je vais lui dire, ok, tu vas penser à l'âge que tu avais dans ce souvenir, tu vas me donner 4 âges, du coup 3 sont faux et 1 est vrai. Tu vas juste mettre la vérité dans ce mensonge-là. Le premier coup, moi, je vais partir sur je l'observe, je regarde le non-verbal, le paraverbal. Le premier âge, c'est ça que tu veux dire ? L'âge qu'avait cette personne-là dans le souvenir auquel elle pense. Oui. Et après, genre, je sais pas, elle va me dire 13, 22, 12 et 14. Et moi, je dois deviner lequel c'est le bon. Oui, c'est ça. Voilà. Okay. D'abord, moi, je vais me fier sur la majorité du temps, c'est le 3e ou le 4e. Ok. D'abord, première chose. C'est plutôt statistique. Très statistique. En fonction de ce qu'on s'est dit. Je regarde si le truc du silence anticipé vient confirmer ça. Oui. Du genre, si le 3e est balancé hyper vite et il y a un silence après le 3e. Ou alors s'il y a un espèce de... ou une espèce d'inspiration ou un truc de je me prépare à dire la vérité, tu vois. Oui. Où là, ça peut arriver ça juste avant. Mais c'est plus rare, je trouve qu'en général, c'est plutôt L'inspiration, c'est plutôt à se préparer la vérité ou à dire le mensonge ? À préparer, si c'est une vérité parmi les 4 mensonges. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Oui, pardon. Donc là, tu vois, il va y avoir un truc, ça et ça. Et souvent, en général, ils vont se relâcher. Il y a parfois de la tension qui arrive, donc soit c'est du haussement des épaules qui se relâche, et il y a vraiment un truc qui fait ça, il monte et puis il redescend. Oui, mouvement. Je peux pas anticiper ce qui se passe. Il y a des fois, pareil, où ils vont aussi beaucoup gigoter leurs mains, fixer et puis ensuite rebouger. Donc toujours encore une fois, là ce qui est intéressant, c'est que j'ai même pas besoin d'étudier leur baseline. Je compare juste quel est l'élément différent des autres. La différenciation, l'inconfort un petit peu dont tu parlais. C'est ça. En tout cas, la différenciation. Le biais dans lequel il faut pas tomber, c'est dire cette personne-là
par rapport au souvenir qu'elle aurait choisi, je pense que ça serait quoi comme âge ou comme hobby qui serait le plus probable. Ouais. Il faut complètement se dissocier du fond. Il faut s'associer quoi à la forme. Deuxième passage, et ça c'est le gros scoop du coup, parce que vraiment ça marche à genre 99% des cas. Ah super. Je dis à la personne du coup de me dire un deuxième truc relié à son souvenir, du genre par exemple, où s'est passé ton souvenir. Voilà, dans quelle ville ou dans quel lieu. Voilà, tu me donnes 4 trucs très différents. Et là, cette fois-ci, pour le public, je crée un challenge plus fort et je me mets dos à la personne, donc je n'utilise que le paraverbal. Donc je regarde même plus la personne et je lui dis, tu vas me donner la liste des 4 éléments. Et là, ça devient intéressant. Moi, je note juste la liste des 4 éléments. Genre, par exemple, elle me dit dans une boulangerie, à la plage, à la montagne ou chez moi. Tu vois, je lui dis juste, ok, maintenant tout de suite, tu vas me redonner ces 4-là dans un tout nouvel ordre. Vous me redonnez les 4 réponses, mais dans un tout nouvel ordre. Je te jure, et je t'invite à le tester. Fais-moi confiance. À plus de 95% des cas, les gens gardent le mot en point fixe. Au même endroit. La vérité. La vérité reste en point fixe. La manière dont j'ai imaginé ça, l'explication, je ne l'ai pas directe. Et les regards qui partent dans tous les sens, là. Hein. Quoi ? Ouais, j'ai vu ça. Bien toi que moi. J'ai vu que ça analyse beaucoup. Ouais. La manière dont j'ai pu essayer de l'interpréter, parce que le phénomène est là, hein, vraiment je l'utilise et il est très très fiable. Quoi. Oui, tu l'as testé. Donc beaucoup. Et vraiment ce truc, je le partage ici, je l'ai jamais partagé avant. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et du coup vraiment ce truc-là de genre par exemple, je sais pas, elle va me dire... genre, vérité, point fixe. Vérité, point fixe. Donc par exemple, elle va me dire, donc je t'avais dit boulangerie, plage, montagne et maison. Et je dis hop là, dans un tout nouvel ordre, elle va me dire un truc du genre maison, plage, boulangerie, montagne. Et là, en fait, ça peut être le premier, deuxième, troisième ou quatrième. J'ai pas de statistiques là-dessus. Parce que la deuxième fois où on joue, les gens, ils sont un peu plus actifs. J'ai l'impression, et moi, mon analyse, c'est en mélangeant ça justement avec la cognition incarnée, avec les systèmes, j'ai l'impression que le mensonge, c'est un truc d'artificiel qui est construit sur le moment, qui n'est pas associé à un fort souvenir pour eux. Non. Quand ils disent montagne, c'est le mot montagne. C'est pas associé à une réelle expérience qui est liée à cette montagne-là. C'est ça. Ouais. Et je me dis donc que quand ils disent, par exemple, plage en deuxième position, comme le mot plage est associé à cet instant-là, à ce souvenir, à un réseau de neurones beaucoup plus stimulé que l'autre, je me dis que peut-être que le cerveau l'ancre du coup dans sa position dans la liste. Voilà, l'ancre plus dans sa position. Donc il bouge pas. Donc il bouge. Il bouge moins. Parce que du coup, c'est le truc qui est vrai, donc il est plus profond. Tu observes les gestes aussi ? Là, du coup, non, j'en ai pas besoin. Dans ce cadre-là, parce qu'on parle de préverbal et de post-verbal. C'est vrai aussi. Le geste est préverbal étant considéré, entre guillemets, à remettre bien sûr dans le contexte, mais comme étant plus sincère. Ah oui. Lorsqu'on effectue une cognition incarnée, effectivement, lorsqu'on va faire de l'emphase, lorsqu'on va décrire comme tu le fais et comme nous le faisons tous, utiliser nos mains, un geste qui part naturellement très rapidement avant même le mot est considéré lié plutôt à de la vérité, qu'à du mensonge. Un geste, j'ai été boire un café, si je mime la tasse de café quelques millisecondes après, c'est considéré comme moins fiable, à remettre bien sûr dans le contexte. Mais comme si la personne venait insister trop sur... Oui, elle le dit avec les mots, mais elle te l'argumente, elle te l'illustre avec les gestes, mais le geste est fait après. Alors que logiquement, si vraiment j'ai conduit, j'ai bu, j'ai fait quelque chose... Le geste, il commence un peu Le geste doit apparaître très rapidement, à minima en même temps que le mot. Mais c'est pareil, c'est des millisecondes. Oui, c'est comme si la personne, en fait... Après le mot, elle venait genre se surjustifier. Quoi. Oui, elle veut illustrer, elle veut appuyer quelque chose qui finalement peut-être n'existe pas. Ah, c'est drôle. Bah, ça me rappelle une autre étude qui avait été faite sur plutôt juste pour les mots, pour le coup, donc juste le verbal. Oui. Ils ont appelé ça l'effet Pinocchio. Oui. Ils ont réalisé que quand ils demandaient à des gens de mentir ou de dire la vérité sur un événement qu'ils avaient eu, en moyenne, les phrases associées au mensonge étaient 30 à 40% plus longues. Oui. Voilà. Donc peut-être qu'il y a un truc de... On en rajoute beaucoup plus. C'est intéressant. Passionnant, parce qu'on peut lier tous ces sujets-là. Mais le fait de pointer la vérité au même endroit par un réseau neuronal peut-être ancré, c'est passionnant. Un sujet, c'est jamais... Et je me dis peut-être ça, parce que vraiment... moi, je te dis, je l'ai vu nulle part, mais vraiment, à chaque fois que je le teste, dans ces conditions-là, encore une fois, et c'est là où je veux dire un truc très précis, c'est que je sais également que moi, les conditions dans lesquelles j'évolue, c'est pas les conditions de la vie quotidienne. On est dans un cadre d'un spectacle où les gens pensent sur un seul truc. Donc en fait, c'est pas non plus des choses qui sont généralisables à la vie quotidienne. Merci de le repréciser. Ça peut fonctionner. Mais on demande rarement de dire racontez-moi l'histoire depuis la fin, fermez les yeux en racontant votre histoire, dessine-moi ton histoire. Il peut y ajouter. C'est ça. Et on va être beaucoup moins dans ces taux de fiabilité assez élevés. Quoi. Évidemment. Là, c'est vraiment dans le cadre de cette expérience-là, mais honnêtement,
ce truc-là la deuxième fois, quand je dis aux gens, pouf, changer d'ordre. Oui, on voit que la vérité est plutôt fixée au même endroit. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses des micro-expressions, des expressions faciales, des émotions ? Paul Ekman notamment, qui a mis le focus sur ces micro-expressions qui apparaissent et qui disparaissent très très rapidement. Tu les repères, c'est fiable pour toi, ça te donne des infos ou pas. Au-delà de l'émotion, vraiment quelque chose qui apparaît, qui disparaît très très vite. En fait, pour moi, j'ai jamais pu les utiliser. Ok. Parce que j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup d'expressions qui n'ont pas besoin d'être micro, qui me donnent beaucoup d'informations déjà. Donc les émotions déjà te suffisent, si je puis dire. Les émotions, l'intuition du corps, juste la position générale. Mais il y a également, moi, la structure des phrases, l'influence que je vais donner à la personne. Donc en fait, je suis focalisé déjà sur beaucoup de choses. Et si je dois attendre le micro-truc qui doit être stoppé à la caméra... Peut-être pas, mais l'attraper. Non, je ne l'attraperai pas. Parce que ce que j'ai remarqué... J'ai déjà essayé une fois, quand je m'entraînais beaucoup à la détection de mensonges, quand je lisais pas mal les recherches et tout, je m'étais entraîné à un moment donné à essayer de voir, tiens, est-ce que je peux capter les petits trucs ou les petits changements. Et en fait, j'ai réalisé que en le faisant, ça me déconnectait de tous les autres signes qui me venaient. Et ça me déconnectait de mon intuition. Et les études qui ont été faites où on observe les personnes qui sont formées beaucoup plus à ça, après avoir été formées, sont moins efficaces. Sont beaucoup moins efficaces. Il y a après, eu une intégré peut-être, hein, mais avec la longueur, il faudrait refaire les tests. Après, mais il y a eu une méta-analyse qui a été faite sur les gens qui sortaient de l'école Ekman, exactement. Où on a réalisé qu'ils arrivaient à moins bon détecter les mensonges que les gens qui sont pas formés. Quoi. Absolument. Et en fait, si on fait le parallèle avec, tu vois, les études dont je t'ai parlé sur l'intuition, en fait, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que si on est dans de la surdécortication, sans non plus être hyper expert, j'ai l'impression qu'on se déconnecte de notre intuition qui nous donne aussi beaucoup d'infos. C'est un mélange de toutes ces choses-là. On peut recommander, et tu le connais bien aussi, c'est Aldert Vrij qui a Detecting Lies and Deceit. Exactement, qui donne quand même des analyses, des études, une observation du mensonge plutôt plus globale. Plutôt global sur la rhétorique, les mots, le discours, pas de signes corporels spécifiques, les travaux de Et malgré tout, il te dit, Vrij, il te dit certains des signes les plus... C'est Vrij, ouais, t'inquiète. Pardon. Vrij, il te parle notamment de certains signes corporels qui sont plus fiables que d'autres, notamment l'épaule. Oui. L'épaule était assez fiable dans ses études. Fléchisseurs aussi. Les fléchisseurs, exactement. La différence de baseline dans les fléchisseurs. Et surtout, moi, et c'est quelque chose qu'on avait fait en projet d'ingé, c'est un des tableaux qui montre, où en gros, il te dit que le visage, dans la méta-analyse de Vrij, quand il compare toutes les différentes études, là, il y a un tableau, je ne me rappelle plus quelle page, où il te dit que, en gros, dans la majorité des études, le visage est beaucoup plus expressif que le corps, mais beaucoup moins fiable. Très juste. À l'inverse, le corps est beaucoup moins expressif, mais beaucoup plus fiable. Le corps n'a pas de... On va sur certaines fonctions, mais finalement, le corps n'a pas de fonction réellement sociale. Ah, c'est intéressant. Okay. Le visage a une fonction sociale. Pour parler, pour interagir, on observe que nous passons la majorité du temps à sourire aux gens, de toute manière, d'une certaine manière, pardon. Parce qu'on installe du social, on installe de l'interaction par l'intermédiaire du sourire, qui est un sourire sincère, mais qui est aussi un sourire social. Mais le corps, finalement, est fait pour nous déplacer, est fait pour prendre, pour l'appréhension, pour associer, bien sûr, pour faire de l'emphase sur du discours. Nos jambes sont faites pour être en équilibre. C'est vrai que c'est intéressant. Elles n'ont pas réellement... Le côté social du corps, ce sont les bras qui sont une fonction affective. On va se rassurer, se réchauffer, prendre prendre dans les bras. Mais le corps n'est pas là pour donner vraiment un message à l'autre. Surtout qu'apparemment, il y a eu une étude qui montrait qu'on a beaucoup moins de zones du cerveau qui sont capables de reconnaître des parties du corps. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un test où ils montraient juste des zooms hyper focus de certaines parties du corps. Quand c'était des parties du visage, la personne reconnaissait genre le côté du sourcil ou le haut du nez. Beaucoup plus précisément. Beaucoup plus, alors que si je te montrais genre une jambe ou un bout de bras ou un bout de ventre, les gens ils savent pas trop ce que c'est. C'est un peu l'homo homoncule de Penfield. L'homo homunculus de Penfield. Je connais pas. Qui définit les zones du cerveau attribuées aux différents membres et aux différents... Et ça confirme ce que tu dis parce que l'homo homunculus de Penfield montre que les lèvres sont énormes. Le visage est très gros, le nez, les oreilles, tout est très gros, mais les bras, les jambes sont plus petits. Nous avons moins de contrôle conscient
De ces éléments-là. De ces Les éléments. mains, par contre, très grandes. Les mains sont les mains sont très grandes. Ouais, les mains sont très grandes. mains Absolument. très grandes. Absolument. Moins de contrôle conscient des Et zones. le reste, ouais, est beaucoup plus. Et les zones, oui, sont moins. C'est exactement ce que tu dis. Exactement ce Et que ben tu voilà, dis. ben ça rejoint ça du coup. Ah, trop drôle. Est-ce que tu as déjà eu des personnes qui étaient illisibles? Oh, oui, Complètement illisibles. oui, Oui. complètement. Oui, oui. Comment tu gères ça en spectacle? Je gère pas. Non, mais en fait, il faut être honnête. Mais- Ça m'est déjà arrivé. En gros, en spectacle, j'ai pas le temps de perdre. Il y a, Bien sûr. il faut pas oublier le côté spectacle, Bien les rythmes du sûr. spectacle, etc. C'est timé. Ça m'est déjà Tu peux arrivé pas faire- d'avoir des gens Oui. où, en fait, je les fais monter sur scène, notamment au milieu du spectacle de l'effet papillon. Du coup, j'ai un truc où je simule une séance de voyance, où je fais monter quelqu'un sur scène et je lui demande de penser à un souvenir et je vais Oui. extrêmement loin avec elle. Oui. C'est très flippant, c'est un moment où c'est assez profond. Absolument. Mais du coup, cet élément-là, c'est un moment qui est très fort. Ça m'est déjà arrivé, alors c'est hyper rare, mais où en fait, tout ce que je disais à la personne ne marchait pas. Ça marche pas, ça résonne pas. Et après, en fait, c'est souvent une somme de beaucoup de choses. C'est-à-dire que beaucoup de fois, et ça c'est un peu une fausse croyance que j'ai remarqué que beaucoup de gens ont sur le mentaliste, quand ça marche pas, souvent on dit juste j'ai pas réussi à lire la personne. Mais la majorité du temps, c'est pas le cas. La majorité du temps, la raison pour laquelle ça marche pas, c'est que j'ai mal cadré la personne. C'est que parfois, peut-être que j'étais moins clair dans les phrases que j'ai utilisées au début, dans le pré-cadrage, peut-être que j'ai oublié un mot, ou moi, dans mon intention et dans ma posture par rapport à elle, c'était pas la même chose que je devrais faire. Et que, en fait, beaucoup de fois, Oui. quand a posteriori je regarde la vidéo, tu vois, j'ai rarement eu des moments où je me dis, en fait, c'est vraiment la personne que j'arrivais pas à lire. C'est plus ah putain, là j'étais fatigué. Et c'est vrai que comme je me suis comporté avec cette personne-là, T'as pas réussi à capter, c'est plus toi qui. C'est pas elle qui était illisible, c'est toi qui arrivais je pas. crois pas qu'il y a des gens qui C'est sont difficile, hein. illisibles. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir Moi, je des pense gens pas non où plus. en fait ça me prend plus de temps. Eh oui. Mais comme c'est timé, c'est difficile. Exactement, c'est tout. Et en fait, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire que j'accepte Ouais. aussi le fait que. Très bien. Et les gens, Ouais. ils comprennent. Il y a des moments où je vais faire ah bah écoutez, vraiment là, j'arrive pas du tout à faire. À et lire c'est ou à ok. voir. Ou à influencer même. Il y a eu des gens, et ça c'est beaucoup plus fréquent par contre. J'ai un moment dans le spectacle où j'explique en live une stratégie d'influence, où il y a une personne qui doit faire plusieurs choix d'affilée, et je décortique en live ce que je suis en train de lui faire faire. C'est un vrai risque de ma part parce que je suis en train d'expliquer la méthode que je suis en train de mettre Bien en sûr. place pendant que je suis en train de la mettre en place. Bien sûr. Et j'ai déjà eu une ou deux fois, alors c'est rare, mais j'ai déjà eu une ou deux fois où la personne se comporte pas du tout Comme. comme anticipé, mais à aucun moment, sur aucune des Il stratégies n'y a rien d'influence. qui résonne, il n'y a rien Rien qui résonne. qui rebondit en face. Et juste je dis, bah, c'est pas grave, la personne est moins influençable à ce moment-là, et Oui, on a aussi nos unicités comme ça, c'est ça qui est intéressant. c'est l'humain dans toutes ses dimensions. Complètement, c'est Mais c'est bien l'humain. d'être honnête, de le dire, d'accepter le fait que parfois ça ne soit pas possible et de dire que tu as peut-être. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que souvent, quand je dis que je suis analyste comportementale en formation Ouais. notamment, on me dit bah, c'est bon, j'arrête de bouger, c'est ça, je bouge pas. Mais mon ami, tu es déjà en train de bouger, Ah, t'es c'est déjà clair. en train d'avoir un léger axe de tête, on va avoir des légers rictus aussi, on va observer effectivement la pression dans les mains. Il y a tellement de choses. Je pense qu'on ne peut pas être illisible. Ouais, je suis d'accord. Invisible d'ailleurs aussi. Ouais, c'est vrai. Et la non-réaction est une réaction en soi. Exactement. Exactement. Et pour terminer, une dernière petite question. Si tu pouvais lire dans les pensées d'une personne pendant 24 heures, ce serait qui et pourquoi? J'adore la question. Bah écoute, tant Waouh. mieux. Lire les pensées de quelqu'un. Prends le temps d'y réfléchir, Ouais, mais ouais. pendant 24 heures quand même, si tu pouvais, qui et pourquoi? Qui et pourquoi Observons le J'en ai regard, plusieurs, observons la posture, observons les différents éléments. Observez-moi pendant que je suis dans mes pensées. Je suis en train de naviguer. En fait, la Exactement. réflexion que j'ai, je suis en train de naviguer entre différentes personnes qui m'inspirent. Un qui serait. Oh, il y en a vraiment beaucoup. C'est bien. Ouais, c'est déjà pas mais mal. faut- Mais il faut Ouais, choisir. il faut que tu nous dises quelqu'un. Ça peut être. Forcément vivant ou pas? Non. Non, ok, ça peut être mort aussi. Ouais. Euh, Ne nous limitons pas. ne nous Je limitons dirais pas. même personnage réel ou fictif. Oh, ok, intéressant. Euh, si je pouvais lire dans les pensées de quelqu'un, je dirais. Ah, si, ouais. T'as trouvé. Ouais, Simon Sinek. Ah, intéressant. C'est un Golden auteur Circle. qui est un Golden Circle. Ok. En fait, c'est quelqu'un qui m'inspire Intéressant. énormément. Il t'inspire énormément. Beaucoup. Je trouve qu'il a un regard sur le monde et une capacité à dire le mot juste au bon moment.
Et en fait, si je pouvais voir le monde à travers ses yeux, ne serait-ce que pendant 24 heures, je pense qu'il y aurait énormément de choses à en retirer. Et tu vois, je fais le parallèle avec Dilts et Grinder et Bandler ont étudié Virginia Satir, Erickson et je me rappelle plus le troisième. Frédéric. Non, c'est pas Hellman. Frédéric quelque chose, celui qui a développé la Gestalt, mais je me rappelle plus son nom. Robert Dilts après s'est dit, je vais étudier l'intuition des génies. Donc il a étudié Walt Disney, hyper fascinant aussi. Les travaux intuitifs de Walt Disney, ses travaux sur la créativité, les Imagineers qu'il a mis en place, hyper fascinant. Il a également étudié les mécanismes inconscients de travail d'Einstein. Il y a eu Freud aussi qui l'a décortiqué. Donc Dilts a après décortiqué plein d'autres personnes qu'il a après. Sinek. Et Sinek pour moi serait le prochain génie. C'est-à-dire que si on pouvait décortiquer quelqu'un comme ça. Recommander donc d'aller écouter. C'est un motivational speaker. On le voit beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup. Start with Why, son bouquin. Exactement. Et c'est beaucoup de ces bouquins. J'hésitais avec Steven Kotler aussi, qui est un auteur qui m'inspire énormément. D'accord. Mais les deux, moi, c'est des auteurs et des personnalités qui m'ont beaucoup marqué. Bon, allez regarder les travaux de Sinek, c'est très intéressant. Complètement. Pour terminer, ton actualité. Ouais. Podcast, tes spectacles, ton actualité. Complètement. Alors du coup, j'ai un podcast qui s'appelle L'Art du Mentaliste. Voilà, où t'es passé du coup. J'ai eu plaisir super épisode. C'était un plaisir. Merci. C'est ce qui a enclenché celui-ci. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Et donc c'est un podcast hebdomadaire qui explore comment le mentalisme peut servir dans la vie quotidienne. On explore plein de différents sujets. Oui. J'ai mon spectacle dont l'effet papillon qui est en tournée en France en ce moment. Les dates sont sur mon site web. On va mettre les liens, tout ça. Merci. Évidemment. Vous pourrez regarder si jamais je passe à côté de votre ville. Sinon, actualité, j'ai quelque chose qui va sortir. Je peux pas encore en parler, mais j'ai un gros projet qui sort en mars. Gardez les yeux ouverts, mais si vous voulez pousser ça beaucoup plus loin sur l'étude de l'influence et de l'intuition, et certaines choses que j'ai parlé là, il y a un gros projet qui sort dont je suis très fier en mars. Mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. C'est celui dont tu m'as parlé, c'est un autre projet. C'est celui dont je t'ai parlé, celui-là dont je t'ai parlé. Absolument. C'est passionnant. Très bien, merci. D'être très intéressant et novateur à ton image. Ah bah merci. Et du coup, c'est ce que j'essaye de... Donc voilà les différentes choses. Un mot pour terminer ce premier épisode du podcast Anatomie du silence. Reconnectez-vous à l'émerveillement. Et un mot, pardon. Allez. Je peux en faire deux? Non. Un mot. Curiosité. Merci beaucoup. C'était top. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Salut.